Bonjour à tous et à toutes. Merci de votre présence parmi nous ce matin sur ce sujet qui est plus que d'actualité, que sont les pénuries et les tensions d'approvisionnement des médicaments. Je suis Thierry Hulot, président du LEM et président du groupe allemand Merck en France. Certains d'entre vous que j'avais rencontrés lors des traditionnels vœux du LEM en début d'année, j'avais partagé très ouvertement mon inquiétude face à la montée des pénuries qu'on a observées après Covid. Et je crois que vous le rapportez maintenant quasiment quotidiennement, la situation ces derniers mois, ces dernières semaines, n'a fait que s'aggraver. C'est un sujet de préoccupation majeur pour les patients, pour les professionnels de santé qui passent un temps colossal à essayer de trouver des alternatives, et pour nous, entreprises du médicament. Je suis pharmacien, ma vocation, c'est quand un patient a besoin d'un traitement, il doit l'avoir. Quand on n'y arrive pas, je le vis comme un échec. Nous, entreprises du médicament, nous le vivons comme un échec à notre mission d'amener à nos concitoyens, quand ils en ont besoin, une solution thérapeutique. Alors, très souvent vient la question, mais à quoi c'est lié? Quelles sont les causes? Les causes des ruptures font, j'allais dire, consensus. De nombreuses sociétés savantes, de nombreux groupes de travail ces dernières années ont réfléchi sur les causes de ces ruptures. Et pour faire simple, 5 grandes causes ont été identifiées. Et j'y reviendrai dans un instant. Mais ce matin, nous souhaitons passer plus de temps à discuter des solutions à mettre en œuvre que des causes. Et ce sera la deuxième partie, j'allais dire, de notre discussion, avant d'avoir un temps d'échange entre nous pour répondre à l'ensemble de vos questions. Alors ce matin, sur ce plateau, j'ai avec moi Pascale Gerbeau, pharmacienne responsable chez JSK, Monsieur Truel de Lavoisier, bonjour, et Thomas Borel du LEM, responsable de tout ce qui est politique, affaires de santé et RSE. Rapidement revenir sur l'origine des ruptures. Qu'on ait tous les idées claires, et comme je vous le disais, ça a été analysé, suranalysé, et ça fait relativement consensus. Première cause, fabriquer un médicament, c'est une opération extrêmement complexe. Alors je vais juste vous prendre un exemple pour illustrer, qui vient de mon entreprise, Merck, notre principal anticancéreux. Pour le produire, il y a 100 ingrédients différents qui rentrent en jeu. Il y a 20 étapes de production. Il y a 10 sites industriels qui sont impliqués. Et si il y a un incident dans un de ces maillons, à l'arrivée, le médicament ne sort pas. Puis la seconde source de complexité, et heureusement qu'elle existe, c'est le médicament, ça touche à notre santé, on touche donc à la santé publique, et donc tout ce que l'on fait en termes de fabrication est très réglementé, très documenté, très contrôlé. Toujours pour cette même molécule de Merck, dans le processus de fabrication, il y a 100 contrôles de qualité. S'il y en a un qui flanche, on s'arrête, on analyse, éventuellement on rejette le lot. Et toute la chaîne s'arrête. Et dès que l'on veut changer un des 100 ingrédients, une étape du process, il faut changer le dossier d'enregistrement, ce qui prend des mois. Donc un processus, heureusement, très réglementé, mais qui rajoute de la contrainte. Troisième cause qui contribue aux ruptures, c'est que sur des médicaments matures, souvent la production a été externalisée, confiée à des tiers, souvent à l'étranger, souvent en Asie du Sud-Est, et on a du mal à avoir en temps réel une vue sur toutes les étapes de la chaîne de production, c'est-à-dire que si jamais une matière première manque très en amont au tout début du process, le temps que nous, localement, on soit au courant que dans 2 mois, ça va créer une rupture, les 2 mois seront écoulés. Donc une chaîne d'information qui est peu fluide et qui gêne à la réactivité. Et puis, de temps en temps, pas dans tous les cas, le prix du médicament trop bas
ajoute une pression économique et fragilise l'ensemble. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous avez un prix de revient industriel qui ne permet plus d'avoir une marge suffisante, vous ne pouvez plus investir pour consolider, renforcer votre outil de production, qui petit à petit va s'affaiblir, et le jour où il y aura une panne, ça créera une rupture. Dernier point à prendre en compte, et c'est une excellente nouvelle, au niveau mondial, on constate année après année que de plus en plus de citoyens ont accès au traitement. De nombreux pays émergents maintenant ont une politique sociale, une politique de protection sociale qui fait que leur consommation de médicaments augmente. À l'échelle mondiale, 3 ou 4% par an en volume à peu près. Un des problèmes, c'est qu'on a beaucoup de mal à prédire comment va être cette augmentation. Juste prendre un exemple, on l'a tous vécu, pathologie hivernale, fin d'automne 2022. On a eu en même temps dans toute l'Europe un refroidissement que j'appelle humide, avec un pic de Covid, un pic de grippe, un pic de bronchiolite, qui a, juste au niveau européen, pompé en quelques semaines tous les stocks existants. C'est imprévisible, c'est non modélisable, et ça met l'ensemble du système en tension. Alors, voilà rapidement les grandes causes. Alors, on peut en discuter pendant des heures, on peut remettre des groupes de travail pour en discuter. Le problème, il n'est pas là. Le problème aujourd'hui, c'est d'amener des solutions, c'est d'être dans l'action. Il y a une urgence médicaments, il y a une crise médicaments, tant sur les produits matures que sur l'arrivée des innovations, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Il faut agir. Nous, entreprises de médicaments, nous voulons être dans l'action. Nous nous étions engagés au mois de janvier à revenir vers vous avec un plan d'action. C'est ce qu'on souhaite vous présenter ce matin. Vous l'avez dans le dossier de presse, ce plan d'action est extrêmement détaillé. Vous verrez, 7 grands axes, 24 mesures au total, et j'allais dire probablement un peu ennuyeux, rébarbatif à lire, mais il faut être dans le détail pour être opérationnel. Alors, je vais vous donner juste les grandes lignes. La première mesure, et je me réjouis enfin que ce soit porté à l'échelon français et européen, il faut établir la liste de ces fameuses molécules critiques, essentielles, indispensables. On peut choisir le nom. En gros, de quoi s'agit-il? Ce sont des molécules où, quand elles ne sont pas là, la vie du patient à court terme est à risque, où son état de santé va se dégrader d'une manière telle qu'on ne pourra pas revenir à l'état de santé initial. Là, il faut qu'un panel d'experts travaille dessus, finalise cette liste. Le LEM avait proposé cette liste il y a plus de 2 ou 3 ans, Thomas, si je ne me trompe pas. J'entends ce matin ou hier le ministre dire qu'elle devrait être établie dans les semaines qui viennent. Il faut que ce soit fait à l'échelon européen. Alors là, une fois qu'on aura la liste, on ne va pas faire s'arrêter là. Quand on aura la liste, le vrai travail va commencer. Il va falloir analyser, cartographier la chaîne de production pour ces 200 à 300 molécules pour identifier les points fragiles et ces points fragiles, mettre les mesures d'investissement, de protection, d'ajustement réglementaire nécessaires pour que le maillon faible ne casse pas. Autre volet de mesures indispensables, il faut qu'on ait un chaînage des informations qui soit beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide et en temps réel. Je le disais tout à l'heure, un problème sur une molécule essentielle, un des ingrédients de base manque tout en amont de la chaîne, le temps qu'on le sache et qu'on réagisse, la crise sera là. Et puis une fois que la crise est là, le chaînage des informations entre les industriels, les distributeurs, les officinaux peut être optimisé, et Thomas y reviendra. Il faudra aussi, dans ce paquet de mesures que nous proposons, dans cet ensemble de mesures, des ajustements réglementaires pour donner de la fluidité. Rupture de stock ou tension de stock en France. Imaginons qu'il y ait du stock en Allemagne ou en Espagne. On pourrait facilement demander à nos amis allemands et espagnols de nous fournir le stock le temps de passer la crise. Ce n'est pas le même conditionnement, il n'y a pas le même nombre de comprimés dans les boîtes, les logos sur les boîtes ne sont pas pareils, les notices sont dans des langues différentes. Et du coup, ça prend des semaines et des semaines de retraitement. Et pendant ce temps-là, nos concitoyens attendent
à la pharmacie. Pour ces molécules essentielles, il faut standardiser le packaging, standardiser la boîte, avoir une notice avec un QR code unique qui sera accessible en différentes langues. La solution semble assez simple. Ça a été fait en Europe pour la Covid. Faisons-le déjà pour toutes ces molécules indispensables. Et puis, dernier volet de mesure, dans certains cas, et dans certains cas seulement, il faudra revoir le prix pour qu'il y ait un modèle économique qui tienne la route. Alors, Thomas va revenir sur l'ensemble de ces mesures en détail, car là encore, il faut être précis. Mais il faut sortir de l'incantatoire, sortir de dire on a identifié ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, il faut se mobiliser, tous, pouvoir public, administration, ministère, parties prenantes et industriels du médicament, et faire. Thomas, je te laisse aller plus dans le détail des mesures. Merci Thierry, bonjour à toutes et à tous. Je vais le redire, mais je crois que c'est important de l'entendre parce que nous avons souvent l'occasion d'échanger avec chacun d'entre vous. Pour répondre à ces situations de tension et de rupture d'approvisionnement, il n'y a pas de baguette magique. Et ce sera autour de ces mesures, deux mesures concrètes. Nous en avons établi un certain nombre entreprises du médicament à proposer, que les choses peuvent avancer, c'est certain. La deuxième chose qui me paraît important avant de rentrer un peu plus dans le détail de cette plateforme de proposition, c'est que ces mesures devront être pilotées. Et le pilotage, il est sous la responsabilité de tous les acteurs. Les entreprises du médicament, bien entendu, doivent exercer ou exercent déjà un pilotage fin des situations, notamment lorsqu'elles sont en situation de tension. Les acteurs de la distribution sont aussi concernés, puisqu'une partie des molécules sont déjà dans les circuits de distribution et avant d'arriver chez le pharmacien. Et bien entendu, la puissance publique qui a un rôle majeur à jouer pour piloter les situations de tension d'approvisionnement. Et enfin, un troisième point qui me paraît important de souligner, Thierry l'a évoqué en introduction, beaucoup de ces mesures peuvent concerner le niveau national, le territoire français, et des décisions peuvent être prises au niveau national, c'est certain. Néanmoins, pour qu'elles aient un impact pour nombre d'entre elles, et notamment si on veut regarder les choses à moyen terme en termes de solutions, elles ne peuvent s'inscrire que dans un champ européen pour nombre d'entre elles, parce que sinon, on assiste aussi à ce qu'on a parfois frôlé comme situation complexe pendant la phase du Covid, à une concurrence aussi entre les États qui, évidemment, souhaitent récupérer toutes les disponibilités de médicaments lorsque ces crises de tension d'approvisionnement surviennent, en général, sur le champ international, puisqu'elles sont rarement localisées uniquement dans un pays. La plateforme de proposition sur laquelle nous avons travaillé, les entreprises du médicament ont travaillé, porte sur 7 axes. Je vais vous les indiquer et je ne vais pas rentrer dans toutes les mesures parce qu'il y en a une vingtaine, comme le disait Thierry. Vous avez cela dans le dossier de presse, mais je voudrais quand même vous rappeler les 7 axes et le rationnel de ces axes. Premièrement, effectivement, le sujet de la priorisation est indispensable. Je vais y revenir un petit peu plus loin et en détail. Prioriser une liste de médicaments sur lesquels conduire des efforts est un axe important de la plateforme que nous proposons aujourd'hui. Deuxième sujet, Thierry l'a évoqué aussi en introduction, l'optimisation de l'information qui est mise à disposition de l'ensemble des acteurs de la chaîne, de l'entreprise jusqu'au dispensateur final, pharmacien, et bien entendu le patient qui va pouvoir bénéficier d'une information plus claire sur la situation de tension, une éventuelle situation de tension, est juste indispensable. Donc transparence et qualité de l'information sont aussi et le deuxième axe de cette plateforme. J'y reviendrai aussi un peu plus en détail. Nous portons en axe 3 un certain nombre de mesures qui sont très techniques, qui sont des mesures d'optimisation réglementaire. Dans les situations de tension, il faut qu'on ait plus de flexibilité, plus d'agilité pour permettre la mise à disposition de produits et de façon générale pour organiser au mieux le champ réglementaire dans le concert européen. Enfin, quatrième axe, tout cela, je l'ai dit en introduction, cela doit porter aussi sur un champ européen. C'est-à-dire que les législations pharmaceutiques nationales, dans un concert des 27 États membres, est un problème pour les entreprises du médicament qui jouent toutes sur un champ à minima européen et qui ne peuvent plus souffrir ou souffrent parfois trop de dispositifs qui sont propres à un État membre plus qu'à un autre. Le cinquième axe est un axe de moyen terme, mais un axe évidemment indispensable, relève de l'axe industriel et de la souveraineté industrielle, à la fois française, mais aussi, je le dirais, à nouveau européenne, et que la pérennisation et les actions qui viennent à être mises en œuvre pour pérenniser l'outil de production, l'outil industriel, sont évidemment indispensables pour redynamiser l'investissement des entreprises sur l'outil industriel, notamment pour le territoire français.
Le 6e axe sur lequel je détaillerai, vous donnerai quelques éléments complémentaires en termes de mesures, porte sur l'ajustement d'un certain nombre de prix et des conditions d'achat par les établissements publics, les établissements hospitaliers, aux réalités économiques du marché et du prix des molécules, de certaines molécules qui souffrent aujourd'hui, qui sont dans des situations de vulnérabilité économique, et ce qui aggrave souvent les situations de tension d'approvisionnement. Et enfin, le dernier axe, le 7e, porte sur le pilotage, je l'ai évoqué en introduction aussi, la nécessité d'un pilotage renforcé au plus haut niveau de l'État. Alors, je ne vais pas égrener les vingtaines de mesures que vous avez dans le dossier de presse, mais je vais essayer d'aborder 3 sujets autour de 3 questions clés qui nous paraissent être des mesures à la fois de portée nationale et sur lesquelles les entreprises du médicament prennent des engagements et que je vais souligner ce matin. Sur cette fameuse liste de médicaments, la question est pourquoi est-il important d'avoir une liste de médicaments prioritaires essentiels? Je vais quand même vous redonner des chiffres que tout le monde a naturellement, je dirais, tendance à des difficultés à suivre, mais c'est important de les fixer aujourd'hui. Nous avons sur le marché français environ plus de 14 000 spécialités, c'est-à-dire médicaments avec nom de marque et forme et dosage, qui sont commercialisés dans le secteur ville ou ville-hôpital. Ce qui correspond à peu près à 3000 molécules, donc les molécules substances actives. Parmi celles-ci, la moitié d'entre elles sont considérées comme des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. Médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, c'est une définition réglementaire qui est posée par un texte, décret, et qui conduit l'entreprise à déclarer tel ou tel médicament comme MITM, médicament d'intérêt thérapeutique majeur. Nous avions en 2019, puisque nous avions déjà réalisé cette réflexion sur la priorisation, estimé qu'environ 10% de ces médicaments, donc de ces 3000 ou 2700 molécules précisément, doivent être considérés comme essentiels. Je vais revenir un peu plus loin sur la définition. Ce qui veut dire environ 200 molécules qui sont essentielles. Essentielles pourquoi? Essentielles pour la prise en charge, bien entendu, mais essentielles aussi pour les efforts à conduire et la priorisation des actions à conduire pour sécuriser l'approvisionnement, notamment sur le territoire français. À l'époque, on les avait appelés les MIS, médicaments d'intérêt sanitaire et stratégique. Ça porte son nom, intérêt sanitaire et stratégique. Le premier sujet de cette définition, c'est effectivement l'intérêt sanitaire de ces produits. On considère que ces produits sont des médicaments sur lesquels une rupture peut entraîner un risque vital ou un risque immédiat pour des pathologies graves et chroniques, et que l'absence de ce traitement, par l'absence d'alternatives thérapeutiques recommandées par les autorités de santé, est un problème. Donc il convient d'en définir précisément la liste en question. Le ministre a annoncé effectivement il y a quelques jours qu'une liste semblait être prête. Ce qui est certain, c'est que ce sont les autorités, sous l'égide des autorités, les sociétés savantes, qui doivent en définir la liste précise. Ce ne sont pas les entreprises qui doivent le faire, et les entreprises n'ont pas à le faire. Les entreprises ont un autre rôle à jouer. Nous pensons que sur la base de cette liste, qui doit être définie encore une fois par la puissance publique, le travail doit être fait ensuite sur quelles sont les actions à conduire pour en sécuriser l'approvisionnement. Elles sont de 2 ordres. Un champ industriel, probablement plus pour inscrire des actions dans le moyen terme, identification des sites de matières premières, identification des sites de produits finis sur le territoire européen, et regarder où sont les points de fragilité de cette chaîne pour ensuite apporter des réponses concrètes de localisation, de relocalisation éventuellement sur le champ industriel. Et deuxième champ, le champ économique, c'est quelle est la vulnérabilité économique de ces médicaments essentiels et dans quelle mesure ces médicaments risquent un jour de ne plus pouvoir être produits ou mis à disposition sur le territoire français. Les entreprises, lorsqu'elles auront cette liste, bien entendu, vont faire tout le travail nécessaire, notamment pour identifier tous ces points de fragilité que j'évoquais à l'instant. C'est-à-dire d'identifier chaque site de production, ce qui est déjà connu, bien entendu, pour chaque molécule, mais c'est déjà fait d'ailleurs pour les molécules. Maintenant, l'idée, c'est de le faire de façon complètement systématique et précise, en s'appuyant probablement sur ce qui avait été fait par le rapport qui avait été rendu au commissariat au plan, avec une échelle d'évaluation de la criticité industrielle, cette fois-ci, de ces médicaments à forte criticité thérapeutique. Les entreprises rendront leur copie dès qu'on les choses sont en place pour pouvoir mettre cette disposition en place,
afin de pouvoir documenter de façon consolidée l'existence de fragilité industrielle pour ces 200, 300 peut-être médicaments qui sont considérés comme essentiels par les professionnels de santé. Le deuxième question à laquelle je voudrais nous souhaitons apporter des réponses concrètes est le sujet de l'information. Comment est-ce qu'on améliore cette information à la fois pour gérer des crises, mais pour mieux les anticiper? Par expérience, toutes ces situations de tension nous ont conduit à préciser, toutes et tous, toutes les parties prenantes, qu'on est souvent sur un effet d'aggravation des situations parce qu'il y a un déficit pour un produit d'un fabricant. C'est ce qu'on appelle souvent l'effet domino. Vous avez un fabricant qui se retrouve avec une difficulté d'approvisionnement, voire une rupture de stock de son produit. Et par méconnaissance dans l'ensemble de la chaîne des acteurs, aussi bien autorités que chaînes d'acteurs de la distribution, le produit, l'effet se répercute sur des molécules alternatives, sur des molécules de la même spécialité, d'autres spécialités pour la même molécule, etc., etc. Et tout ça rend la situation beaucoup plus complexe à gérer. Donc il s'agit d'anticiper cela. Je voudrais rappeler, avant de porter les mesures, que les entreprises, elles agissent comme toujours dans un cadre réglementaire qui est très strict. On leur demande quoi aux entreprises? On leur demande de déclarer systématiquement et de signaler systématiquement toute tension d'approvisionnement ou toute rupture auprès de l'Agence du médicament pour leurs médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. Donc il y a une information qui arrive sous cet angle-là. Deuxième élément des entreprises que les entreprises conduisent, elles documentent un dossier qui s'appelle le dossier pharmaceutique, qui a été mis en place par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens il y a quelques années, qui permet aux pharmaciens d'officine de disposer d'une information un peu plus précise sur les situations de déficit d'un produit ou de tension d'approvisionnement. À l'hôpital, si je regarde l'ensemble des acteurs de la chaîne, à l'hôpital, il n'y a pas de système standardisé. Chaque système est différent selon les établissements de soins ou selon les groupes d'établissements de soins. Quant aux médecins prescripteurs, et en tant que médecin, je peux vous dire que je m'en inquiète souvent, en tant que médecin prescripteur, aucune information n'est mise à disposition de façon systématique. Donc souvent, vous continuez à prescrire des médicaments alors qu'ils sont en tension, ce qui évidemment aggrave ces situations. La seule information qui est mise à disposition des médecins prescripteurs se fait à travers ce qu'on appelle la DHPC, c'est la lettre au prescripteur envoyée par l'entreprise à la demande de l'agence du médicament, qui conduit effectivement à informer le médecin lorsqu'une tension arrive sur un produit important, sensible, avec un risque de santé publique. Simplement, les médecins, comme beaucoup, sont inondés d'informations et lisent très peu ces DHPC. Donc en pratique, ça ne sert pas à grand-chose, ça mobilise beaucoup d'énergie, mais ne sert pas à grand-chose. En total, diversité de messages, canaux d'information variés, complexité sur les informations à gérer, peu de consolidation de cette information. Donc résultat, effectivement, on n'arrive pas, et de façon parfois très étonnante, on n'arrive pas à bien connaître, je dis on, l'ensemble des acteurs n'arrive pas à bien connaître les réelles situations de tension. Et parfois, le produit existe, mais en fait est géré dans des stocks chez un des fabricants et pas nécessairement mis à disposition dans la chaîne ou de façon parfois inéquitable sur le territoire français. Concrètement, ce que nous demandons ou ce que nous proposons autour de cela, c'est 4 points. Premièrement, le contenu des messages qui sont mis à disposition des pharmaciens dans ce fameux dossier rupture, dans le DP rupture, doit être amélioré. Nous devons contribuer à l'amélioration, nous, entreprises, de mise à disposition des pharmaciens. C'est-à-dire en expliquant les causes lorsqu'elles sont disponibles, les durées prévisionnelles de la rupture et éventuellement les conduites à tenir en cas d'alternative si le produit fait défaut. Par ailleurs, ce dispositif qui fonctionne plutôt bien n'est pas aujourd'hui, l'adhésion des entreprises est à 90% d'entreprises adhérentes au DP rupture. Il faut que 100% des entreprises du médicament adhèrent au dispositif pour que les pharmaciens soient correctement informés et puissent gérer au mieux la situation devant le patient. Deuxième point, il convient d'avoir un système effectivement efficient de diffusion d'informations auprès des médecins. Je viens de l'évoquer, les lettres aux professionnels de santé ne sont pas satisfaisantes et nous proposons que soit mise à disposition l'information sur les tensions d'approvisionnement dans les logiciels d'aide à la prescription, de façon systématique pour éviter toute prescription inutile d'un médicament en tension. Troisième point, l'information qui concerne les stocks disponibles. Nous avons œuvré depuis 2019 en mettant en place en 2020 une plateforme qui s'appelle TrackStock,
qui a vocation et qui fonctionne aujourd'hui à connaître de façon consolidée les stocks disponibles lorsqu'une molécule est en tension chez un des exploitants. Bien entendu géré par un tiers de confiance, puisque pour des raisons de droit des affaires, les entreprises n'ont pas le droit de se mettre, de faire état entre elles des stocks existants. Cette plateforme fonctionne aujourd'hui sous l'égide de l'ANSM, qui peut en déclencher le dispositif de façon à connaître l'état des stocks d'une molécule, c'est-à-dire toutes les alternatives qui existent pour cette molécule, de façon à subvenir à une situation de tension. Ce que nous considérons maintenant essentiel, c'est de généraliser l'utilisation de ce dispositif, de s'assurer que tous les acteurs de la chaîne sont connectés au dispositif, et notamment la chaîne de distribution, qui a aussi effectivement des informations et des stocks disponibles, c'est-à-dire chez les grossistes répartiteurs, de façon à ce que le pilotage puisse être le plus fin possible lorsqu'il y a une tension sur les stocks qui existent sur le territoire, disponibles, soit dans les entreprises, soit dans le circuit de dispensation. Enfin, et quatrième point, je vous ai évoqué des choses qui sont complexes, techniques. Beaucoup d'entre vous sûrement ne les connaissent pas précisément. Ce qui est sûr, c'est que ça montre qu'il y a trop de systèmes et que nous proposons, entreprises du médicament, de mettre en place une forme de connecteur d'information de ces différents dispositifs, du circuit ville, du circuit hôpital, des circuits stock, autour d'un outil unique qui pourra améliorer le pilotage que doivent gérer les autorités de santé, la NSM en particulier, et de mieux anticiper et de prendre en compte, de prendre en charge les bonnes décisions avant que la situation ne devienne suffisamment importante et concerne tous les Français sur une ou plusieurs molécules. Donc ce connecteur doit être travaillé. Si ces propositions font du sens et sont acceptées, les entreprises du médicament sont prêtes à évidemment en définir le cahier des charges, mais aussi prêtes à être des acteurs pour le financer, bien entendu, via un tiers de confiance qui doit jouer le rôle de filtre entre chacune des entreprises. Troisième question et troisième point sur lequel je vais insister un petit peu plus sur nos mesures, ça porte sur les mesures économiques, les mesures qui posent des questions de valorisation des médicaments, de certains médicaments anciens, des médicaments matures, des médicaments génériques, mais pas que, et sur lesquels, évidemment, un effort doit être porté en particulier si on veut en renforcer la sécurisation pour les médicaments essentiels ou critiques, que j'évoquais précédemment. D'abord, quelques points de constat à partager avec vous. Objectivement, aujourd'hui, tous les acteurs s'accordent pour dire que la France a un niveau de prix de ces médicaments qui est plus bas que la moyenne des prix européens, ou plutôt des pays de référence que sont le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie. Globalement, c'est les pays qui sont utilisés en termes de comparaison. Nous avons réalisé récemment une étude sur une centaine de molécules que nous avions pensées comme essentielles ou importantes à regarder pour les comparer avec ces pays de référence. Il s'avère que le différentiel de prix entre le prix français et les 4 pays que je viens d'évoquer est en moyenne de 25%. Évidemment, 25% du prix inférieur en France par rapport à ces 4 pays européens. Alors ça provoque quoi? Thierry Hulot l'évoquait en introduction. Ça provoque, lorsqu'il y a une situation de tension, parfois, les allocations du produit entre les différents pays sont au détriment de la France. Ce n'est pas systématique, mais cela arrive, et c'est clair, parce que, évidemment, les prix de ces médicaments sont sous-valorisés sur le territoire national. Ça provoque un autre phénomène, de façon plus générale, indépendamment des situations de tension, ce qu'on appelle l'exportation parallèle des produits. Vous avez des acteurs spécialisés, qu'on appelle les shortliners, qui viennent acheter des médicaments sur des territoires à plus faible prix en Europe, en l'occurrence en France, et qui viennent les vendre sur des territoires autres, notamment nos pays voisins que j'évoquais, en Allemagne par exemple. Donc tous ces petits éléments, je dis petits, ce ne sont pas des petits, c'est des éléments importants, mais tout ça vient fragiliser cette chaîne. Donc chaque fois que vous avez des produits en tension, même si lorsqu'il y a une tension, l'exportation des produits est interdite, avant cette tension, l'exportation a conduit à rendre cette situation de tension d'approvisionnement existante. Troisième point de constat, il faut bien noter quand même que vous avez aujourd'hui des médicaments, globalement sur la pharmacopée ville, un tiers des médicaments a un prix de par unité, ce qu'on appelle l'UCD, unité commune de dispensation, inférieur à 25 centimes. Dans ce tiers, vous en avez la moitié dont l'UCD est inférieur à 10 centimes. Alors, on peut effectivement assez facilement imaginer que quand vous avez une inflation comme nous connaissons aujourd'hui,
avec effectivement des coûts de revient industriels qui augmentent, vous avez du mal à vous y retrouver quand vous êtes une entreprise sur le plan industriel pour continuer à investir sur votre chaîne de production. Et donc cela provoque, si ce n'est une aggravation, au moins un désinvestissement industriel important, parce que les prix des médicaments sont effectivement ce qu'ils sont en France. À cela se rajoute un certain nombre de contraintes réglementaires qui pèsent aussi sur le modèle économique. Les stocks, la sérialisation des produits, effectivement, grèvent le modèle économique des entreprises du médicament lorsqu'elles produisent des médicaments à des faibles prix, comme ceux que je viens d'évoquer. Nos propositions et nos actions autour de cela, nos propositions d'action. Je pense qu'il est indispensable aujourd'hui de considérer que sur ces médicaments essentiels, la revalorisation de ces produits à la hauteur des prix moyens européens est juste indispensable. A fortiori parce que certains pays l'ont fait. L'Allemagne vient de le rendre public, une mesure de ce type. Le Portugal vient de rendre public une mesure de ce type. Donc la concurrence entre les États va s'aggraver encore un peu plus si la France ne prend pas une mesure. Cette mesure, elle doit sortir complètement du champ de régulation économique habituel, elle doit sortir du mécanisme de la clause de sauvegarde et doit permettre une hausse de prix significative à hauteur du prix moyen européen pour ces molécules essentielles, je dis bien pour ces molécules essentielles, si on veut que les actions portent leurs fruits. En regard de ça, évidemment, les entreprises doivent aussi s'engager sur la sécurisation de l'approvisionnement de ces molécules. Donc il conviendra de définir avec la puissance publique toutes les mesures d'engagement nécessaires pour des produits qui auront fait l'objet d'une revalorisation. Sur le, je dirais, moins urgent, mais on est dans le court terme tout de même, nous avons aujourd'hui des dispositions conventionnelles dans le cadre de l'accord cadre LEM-CEPS qui permettent de revaloriser un certain nombre de produits qui sont établis pour cela, et notamment pour permettre la hausse de prix de médicaments d'intérêt thérapeutique majeur lorsque ces médicaments, parce que les coûts de revient industriels ont augmenté, ont besoin d'être valorisés. C'est l'article 28 de notre accord cadre, et il convient, simplement, il est peu utilisé, il faut le dire. Il est peu utilisé, lorsqu'il est utilisé, il est de manière relativement peu agile, c'est-à-dire les temps de réponse sont trop longs, et il ne prend pas beaucoup en compte la situation économique que nous traversons aujourd'hui. Donc nous demandons à ce que ce mécanisme soit utilisé sous une politique ministérielle claire, interministérielle définie, qui viendra donner le cadre au CEPS pour que cet article 28 puisse porter ses fruits et s'assurer que certains médicaments indispensables, d'intérêt thérapeutique majeur en l'occurrence, puissent effectivement être achetés par l'assurance maladie à des tarifs supérieurs au coût de revient industriel. Troisième point, il y a un moment où la baisse des prix de ces médicaments, puisque c'est le mécanisme, effectivement, vous le savez tous, de régulation économique, ne tient plus et qu'il conviendrait d'avoir un système de gel de baisse de prix dans les accords qui sont fixés entre les entreprises et le comité économique des produits de santé, de définir à un moment un gel de la baisse de prix pour arrêter et ne pas se retrouver dans la situation que nous connaissons aujourd'hui où les entreprises reviennent vers le CEPS pour demander une hausse. Quatrième point sur cet axe-là concerne une autre forme d'achat qui est l'achat hospitalier qui passe par des appels d'offres. Il est clair qu'aujourd'hui, et tout le monde en a pris conscience depuis un certain temps, sauf que les choses n'ont pas bougé, les règles d'application aujourd'hui qui prévalent pour les instructions des appels d'offres hospitaliers ne répondent pas aux besoins d'avoir plusieurs acteurs sur le territoire. Et notamment, nous demandons à ce qu'il y ait des appels d'offres qui soient multi-attributaires, qui donnent plus de prévisibilité sur les volumes. Parfois, c'est peu connu. L'entreprise ne peut pas s'engager si elle ne sait pas quels seront les volumes attendus à quelques mois. Et par ailleurs, intègre aussi des critères d'ordre autre que purement économique, par exemple des critères industriels ou par exemple des critères environnementaux. Tout ça pourrait être fait. Il manque un certain nombre de guides pratiques et un certain nombre de décisions fortes du ministère de la Santé, impulsées auprès des établissements pour que ce nouveau mécanisme d'appel d'offres puisse effectivement fonctionner. Voilà, j'ai voulu brosser quelques-unes des mesures, et notamment celles qui peuvent porter sur le territoire national. Je voudrais juste, pour conclure ce propos, rappeler quelques mesures européennes qui, à notre sens, seront peut-être plus complexes à mettre en œuvre parce que nécessitent des concertations au niveau de l'Europe, mais à l'heure où la législation pharmaceutique une proposition a été émise par la Commission européenne, il est juste indispensable d'intégrer ces éléments aujourd'hui. Premièrement, ça a été dit tout à l'heure par Thierry Hulot,
La liste des médicaments essentiels, critiques, doit juste être une liste européenne. On ne pourra pas avoir autant de listes de médicaments critiques que nous avons d'États membres, évidemment, même si certains protocoles de soins ne sont pas tous équivalents entre les pays. Deuxième point, nos entreprises fonctionnent, comme vous le savez, sur le plan international, sur le plan européen. Il faut harmoniser les définitions des médicaments critiques, les définitions des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, les modalités de déclaration, ainsi que le champ des obligations qui leur sont faites sur les déclarations, sur les stocks, etc. Tout ça est un travail de moyen terme probablement, mais qui doit absolument être conduit. Je l'ai évoqué, ou Thierry l'a évoqué tout à l'heure, la circulation des molécules, ou plutôt des médicaments au sein de l'Europe, nécessite aussi d'améliorer l'harmonisation des conditions de packaging. Par exemple, des pictogrammes qui sont spécifiques à un territoire national. Nous en avons un certain nombre. Sur les femmes enceintes, sur les gestes de tri, etc., n'ont pas de sens s'ils ne sont pas renforcés au niveau européen. Ces pictogrammes ont du sens pour des raisons de santé publique, pour des raisons environnementales, mais ils doivent être conduits, ces politiques doivent être conduites au niveau européen pour éviter de rajouter un maillon supplémentaire dans la chaîne industrielle qui est purement pour le territoire français. Et enfin, et à titre d'exemple important aussi, je vais prendre le sujet du vaccin. Nous avons connu et nous connaissons régulièrement des tensions d'approvisionnement sur les vaccins. Il faut que vous sachiez que nous avons aujourd'hui quasiment autant de calendriers vaccinaux en Europe que d'États membres. 23 pour 27 États membres. Ça veut dire quoi pour les industries du médicament? Ça veut dire que chaque fois, il faut conditionner de façon spécifique, voire doser de façon spécifique, un certain nombre des vaccins, qui sont les mêmes par ailleurs, mis à disposition sur le territoire européen. Juste pour que vous ayez le chiffre, ça veut dire qu'en Europe, sur ces vaccins obligatoires notamment, vous avez 3000 présentations différentes de vaccins. Ce qui est juste, effectivement, on peut comprendre que chaque fois, ça veut dire une étape supplémentaire de la chaîne industrielle. Ce n'est pas la meilleure façon d'optimiser le contexte de l'approvisionnement des médicaments. Voilà, j'ai été un peu long, pardonnez-moi, mais je voulais effectivement préciser ces différents points. Thierry? Merci Thomas. Comme vous le voyez, il y a non seulement une urgence à agir, mais nous avons un plan d'action que nous proposons extrêmement précis, avec des mesures à court, à moyen, à long terme. Alors ensuite, il ne faut pas se voiler la face. Les pénuries, elles ne disparaîtront pas, et j'insiste là-dessus. 14 000 spécialités commercialisées en France, des pénuries ne disparaîtront pas. Ce qu'il faut, c'est sur les molécules essentielles, tout mettre en œuvre pour que c'est sur ces molécules-là, elles n'aient pas lieu. Et en cas d'un accident industriel, qui est toujours quelque chose qui peut arriver, qu'on puisse avoir une chaîne d'information extrêmement réactive qui permette de réagir vite, de mettre tous les acteurs autour de la table et d'avoir une coordination européenne en ayant aligné la législation pour permettre les échanges entre États européens. Alors avant de passer dans un volet plus de questions-réponses, je voudrais laisser la parole à Pascal Gerbaud de GSK, qui nous parle peut-être de ton expérience concrètement dans ton entreprise sur cette gestion des pénuries au quotidien, prévention des pénuries et bien entendu tes recommandations. Et puis ensuite, nous écouterons Philippe Truel de CDM Lavoisier. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Pascal Gerbaud, je suis pharmacien responsable d'un laboratoire qui s'appelle GSK. Aujourd'hui, j'interviens en tant que pharmacien responsable du GSK. Pour autant et en toute transparence, je suis également conseillère ordinale au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens. En fait, je voulais partager, c'est vraiment un témoignage, je voulais partager 3 aspects en fait, du quotidien des pharmaciens responsables de l'industrie pharmaceutique et de leurs équipes. 3 points qui sont la responsabilité, le travail collectif et l'anticipation. Donc la responsabilité, Thierry a parlé de mission, c'est pas du tout antinomique, moi je vais parler de responsabilité. Notre responsabilité, notamment celle des pharmaciens responsables et de leurs équipes, c'est d'assurer la mise à disposition de produits, de médicaments de qualité, à la fois de qualité et en quantité suffisante pour le bénéfice des patients. Donc ça, c'est quelque chose qui nous anime, c'est notre cap, c'est notre direction. Et donc, au quotidien, que faisons-nous pour assurer cette mise à disposition de qualité ?
Eh bien, au quotidien, nous avons des équipes cross-fonctionnelles, des métiers différents, des personnes qui travaillent ensemble. Alors, à titre d'exemple, il y a des équipes logistiques, des équipes médicales, des équipes qualité, réglementaires, qui vont surveiller les stocks, qui vont surveiller les ventes et qui vont identifier ce qu'on appelle dans le jargon les signaux faibles pour prévoir et pour tenter de lire ce qui va se passer dans les mois ou quand je dis mois, plusieurs mois en avance. Donc il y a vraiment ce sujet qui est lié d'ailleurs à l'anticipation de surveiller ce qui se passe à la fois en interne sur nos approvisionnements et en externe sur nos ventes. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est quand il arrive, Thierry a parlé d'accidents industriels ou de difficultés en amont, donc au niveau de nos chaînes de fabrication, eh bien, donc nous nous mettons en action. Et ce sont des actions de mesure, ce sont des actions d'information, des actions de communication, des actions d'importation de produits éventuellement en provenance de l'étranger. Et ce sont donc des actions qui permettent de diminuer l'impact de ces possibles situations de tension, de rupture et de risque de rupture. Et je reviendrai sur cette notion de risque de rupture dans mon propos sur l'anticipation. Donc ça, c'est vraiment ce travail, et quand je dis au quotidien, c'est effectivement tous les jours, il y a des personnes dans les entreprises qui font ce travail de surveillance, de décision et d'action. Et sur la partie anticipation, je voulais revenir sur le risque de rupture. Vous savez que nous avons l'obligation de prévenir l'ANSM dès que nous avons connaissance d'une rupture ou d'un risque de rupture. Risque de rupture, ça ne veut pas dire qu'on est en rupture, ça ne veut pas dire même qu'on est en tension, mais on prévient l'ANSM si nous avons l'information que dans 1 mois, 2 mois ou 3 mois, nous avons un risque de rupture. Ce qui veut dire que ça permet aux acteurs, différents acteurs, industriels et ANSM, de prendre un certain nombre de décisions et de mesures qui permettent, encore une fois, de diminuer l'impact, voire de le réduire totalement, ce risque de rupture. Voilà en quelques mots au quotidien le travail des collaborateurs des entreprises du médicament. Je suis bien sûr à votre disposition pour répondre à toute question que vous auriez. Merci beaucoup Pascal. Philippe, ton éclairage. Bonjour à toutes et tous, Philippe Truel, je représente les laboratoires CDM Lavoisier. C'est une PME industrielle française indépendante qui a un peu plus de 130 ans d'existence sur le territoire et qui fabrique à 90% ses propres médicaments sur son site de fabrication en région. On est 135 personnes dans l'entreprise, on distribue 32 millions d'UCD, donc c'est une ampoule, un flacon, à destination des établissements de soins français et des pharmacies d'officine. Ce qui nous caractérise, c'est que c'est quelque part une contribution à notre indépendance sanitaire avant l'heure, puisqu'on fait à peine 8% de notre activité à l'export. Et tout ça sur des circuits relativement courts, puisque 92% de nos API sont sourcés en France ou en Europe, 100% de nos conditionnements et de nos composants. On est sur des médicaments injectables uniquement, donc ça a été dit, c'est des produits relativement complexes, entre 10 à 15 voire 20 composants qui rentrent dans la fabrication de ces médicaments. Et c'est un procédé qui suit un certain nombre d'étapes, puisque comme c'est des médicaments injectables stériles, il y a à la fois une phase de formulation, de remplissage, de stérilisation terminale, de conditionnement, voire de sérialisation. Nous, ce qu'on a pu constater ces dernières années, c'est une évolution majeure, pas sur les produits, puisque c'est des vieux médicaments, la plupart ont 20 ans, 40 ans, du chlorure de sodium en poche, en flacon, on en a toujours vu. Des antidouleurs comme la morphine, c'est un produit qui existait déjà pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc c'est quelque chose de très connu. Mais tout ce qui est à côté de ces produits s'est densifié, a énormément évolué.
En termes d'étapes, la sérialisation, ça a été dit. Ça prend un petit peu plus de temps. Ça réduit de quelques pourcents la productivité. Aujourd'hui, pour prendre un exemple concret, le temps de cycle, donc c'est le temps entre le début de la formulation et le moment où le produit va partir dans le premier camion à destination des pharmacies hospitalières, par exemple, a doublé. On est passé de 27 jours à plus de 54 jours. Le dossier de l'eau, qui est la Bible, en fait, qui retrace toutes les étapes d'analyse, de fabrication d'un produit, d'un lot, lui a été multiplié par 2,5 en termes de nombre de feuillets. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui s'est densifié, qui s'est complexifié, et qu'effectivement, comme ça a été très bien rappelé, le moindre grain de sable, le moindre événement, même un petit incident, va rallonger le délai de mise à disposition. Je voudrais prendre quelques exemples concrets de situations qu'on a pu connaître dans notre histoire. Une première qui est assez ancienne et qui va peut-être rappeler quelques souvenirs à certains d'entre vous, c'est la canicule de 2003. C'est la première situation de rupture majeure qu'on a rencontrée dans l'entreprise. La raison principale, c'est à ce moment-là un phénomène complètement imprévisible qui a submergé tout le monde et qui plus est s'est produit à un moment dans l'organisation des entreprises le plus défavorable, puisque je le rappelle, ça commence au tout début de l'été, il y a quelques signaux faibles, et ça s'emphase au cours du mois de juillet. La majorité des entreprises du secteur font des arrêts de production pour entretenir leur chaîne de production, pour éventuellement faire des opérations de maintenance pendant le mois d'août. Donc ça veut dire qu'en quelques jours, les stocks qui étaient normalement très confortables ont été siphonnés chez tous les fabricants et qu'effectivement, à l'aube de cet arrêt technique, les stocks étaient à zéro chez tous les fabricants. Donc il a fallu, dans certains cas, rappeler des personnes en vacances, relancer des chaînes de production, mais c'était déjà évidemment trop tard. Depuis, chacun d'entre nous a appris, les autorités ont appris, et tous les ans, je pense que certains d'entre vous le constatent, il y a un plan canicule qui se déclenche en amont, dès la fin du mois de mai. Alors bon, quand on regarde la météo d'aujourd'hui, on se dit que c'est peut-être à une certaine distance, mais il faut rester prudent. Et donc en prévention, l'ANSM, le ministère de la Santé et tous les acteurs, avec leurs fournisseurs, prévoient en avance de monter les stocks pour faire face à une éventuelle situation. Premier exemple. Deuxième exemple, l'année dernière, on est alerté par l'ANSM qu'un de nos fournisseurs de principes actifs a subi une inspection de routine et que l'ANSM a émis une injonction. Donc ça veut dire qu'elle a constaté un certain nombre de défaillances dans ses procédés, dans son système qualité. Et donc elle revient vers nous et elle nous dit qu'est-ce que vous faites? Parce qu'on n'avait pas l'information, le fournisseur ne nous avait pas transmis ce résultat. Qu'est-ce que vous faites? Évidemment, les éléments qui avaient été notifiés ne permettaient pas de continuer à s'approvisionner auprès de ce fournisseur. Le fournisseur n'a pas pu mettre en œuvre les améliorations en qualité attendues par les autorités. Et donc, on s'est retrouvé dans une situation où plus de possibilité immédiate de s'approvisionner en principe actif, plus de possibilité d'utiliser le stock qu'on avait chez nous, parce qu'évidemment, on avait du stock de sécurité. Et donc, quasi rupture immédiate, puisque les stocks de produits finis qui étaient disponibles et qui, eux, avaient les garanties qualité par Lavoisier, ont été en quelques mois utilisés. On a regardé des solutions de sourcing alternatifs. On a trouvé un fournisseur en Inde, parce qu'on s'approvisionnait en France à l'époque. Le fournisseur en Inde nous a regardé avec, je dirais, beaucoup de circonspection, en nous disant ok, vous avez besoin de 800 kilos par an. Moi, mon minimum de livraison, c'est 50 tonnes. On a regardé aussi l'aspect économique. C'est peut-être un contre-exemple unique, mais le prix du fournisseur indien était 3 fois supérieur au prix qu'on payait en France. Alors vraisemblablement, la leçon de ça, c'est que le prix du fournisseur français n'était peut-être pas suffisant pour lui permettre d'opérer dans de bonnes conditions et à expliquer aussi la situation dans laquelle il s'est retrouvé. Donc on s'est retrouvé en rupture et quelques mois après en arrêt de commercialisation. Donc c'est un échec majeur, mais sur lequel il n'y avait pas de solution autre que celle-là, malheureusement, puisque on savait que revenir sur le marché prendrait plus d'1 an et demi par rapport à l'agrément de ce nouveau fournisseur. Un dernier exemple, ça concerne
là, des produits de santé, on dépasse un petit peu le médicament, c'est des dispositifs médicaux. Mais je le prends parce qu'on les fabrique à l'identique des médicaments. C'est des ampoules de chlorure de sodium et d'eau stérile qui sont insérées dans des sets de soins. Donc on va parler un set de pose de cathéter, par exemple, un gonflage de ballonnet, une pose de sonde urinaire. On a, à notre sens, mis en place toutes les mesures de sourcing pour sécuriser ces produits parce que ça représente 5 à 6 millions d'unités par an. On a 2 fournisseurs européens pour nos ampoules de verre vide, 2 fournisseurs allemands, qui sont des grandes entreprises qui ont des grosses capacités de production. Fin d'année dernière, l'un de ces 2 fournisseurs revient vers nous et nous dit « Écoutez, avec la crise énergétique, moi, cette référence-là, elle n'est plus fabricable chez moi pour des questions d'économie, d'organisation. Ça prend trop de capacité et ça n'est pas fonctionnel. » Donc d'un seul coup, ce dual sourcing, il tombe. Le deuxième fournisseur revient vers nous au mois de février et nous dit « Je suis désolé, c'est un fournisseur allemand. Pour répondre à vos besoins, il faudrait que je passe en 3 équipes. Je n'arrive pas à recruter en Allemagne. » C'est des problèmes qu'on connaît aussi en France, malheureusement. On le voit, dans certains cas, on voudrait pouvoir augmenter nos capacités de production, mais on a du mal à recruter. Quelles en sont les raisons? On fait pourtant un métier, ça a été dit, avec une mission hautement importante. Beaucoup de nos équipes ont été particulièrement engagées pendant la crise sanitaire et fiers de cet engagement, qui était peut-être un peu plus reconnu qu'à d'autres époques. Mais malheureusement, je pense que, en particulier en France, on paye 2 péchés originels. On est une industrie. L'industrie, depuis 25 ans, 30 ans, c'est devenu un gros mot. Les jeunes générations ne savent plus ce que c'est, ne s'y intéressent plus, ont encore cette image d'Épinal de l'industrie lourde, extrêmement sale, bruyante, dangereuse. Et donc là, c'est peut-être un appel que je vous lance, mais je pense que vous avez un rôle à jouer dans cette situation globale, de contribuer peut-être à réenchanter notre secteur et à faire que demain, plus de jeunes générations vont s'y intéresser et se dire c'est un engagement valeureux qui permettra de contribuer justement à améliorer cette situation. Merci Philippe. Avant de laisser la place à vos questions, juste un petit résumé. Les causes des ruptures sont clairement identifiées et font, je veux dire, consensus auprès des sociétés savantes. On vous présente aujourd'hui un plan d'action, parce que maintenant il faut rentrer dans l'action. Se dire pourquoi il y a des ruptures, c'est bien, c'est comment on les adresse, comment quand elles ont lieu, on gère la crise au mieux, mais surtout comment on empêche la crise d'arriver. Et là, j'insiste, il faut se focaliser sur ces fameuses molécules critiques, essentielles, indispensables. Thomas en a longuement parlé. Vous avez dans le dossier 7 axes de mesures, 24 mesures au total. C'est extrêmement détaillé, c'est un peu rébarbatif, mais il faut aller dans le détail de l'action. Et je pense que vous l'avez compris à travers notre propos, si on veut agir sur les ruptures, si on veut les prévenir, c'est toutes les parties prenantes qu'il faut mettre autour de la table. Et donc il faut un pilotage fort. Être incantatoire ne sert à rien. Ne dire l'hiver prochain il n'y aura pas de rupture, c'est une vue de l'esprit si on ne fait rien. Un pilotage fort, c'est un pilotage qui va, j'allais dire, au-delà du ministère de la Santé et de la Prévention. Le ministère, la NSM sont à la manœuvre quand la rupture a eu lieu. Mais vous l'avez bien compris, pour prévenir la rupture, il y a des aspects industriels, il y a des aspects économiques, il y a des aspects de recherche et d'innovation, il y a des aspects de politique de l'emploi. Il est urgent, face à la crise du médicament qu'on connaît, face à l'urgence médicament qu'on connaît, d'avoir un véritable pilotage au plus haut niveau de l'État de la politique du médicament. Au moment des vœux du LEM, j'ai dit, je pense qu'il faut un haut ou une haute commissaire aux médicaments. Il y a urgence à nommer un haut commissaire aux médicaments pour assurer une coordination du plan d'action au niveau français et aussi au niveau européen. C'est pour nous une des clés du succès. Un pilotage fort, il y a urgence, le médicament est en crise, nos entreprises sont mobilisées, nous sommes personnellement mobilisés pour agir au service de nos concitoyens et des patients. À votre disposition pour toute question que vous pourriez avoir et je essaierai de modérer le débat. Alors je crois qu'il y a un micro, parce que comme c'est retransmis en live, voilà, le micro arrive.
Excusez-moi, Philippe. avant les questions, en fait, quelque chose que j'ai manqué dans l'exemple très intéressant des laboratoires Lavoisier. Vous disiez que ça s'est densifié, complexifié, qu'il y avait 2,5 fois plus d'étapes. Entre quand et quand? En fait, quand vous avez donné cet exemple de complexification des productions qui passait de 27 à 54 jours, c'était sur quelle période? Alors, moi, je suis dans le secteur depuis un peu plus de 25 ans. Je considère que vraiment les choses se sont accélérées ces 10 dernières années. Oui, non, mais le 27 jours qui passe à 54, c'est sur 10 ans, C'est sur 10 sur les 10 dernières années. Et pareil pour les étapes de fabrication multipliées par 2,5. Alors, c'était sur le dossier de l'eau. C'est-à-dire que le dossier de l'eau, c'est la Bible en fait qui retrace toutes les étapes et les opérations réalisées pour partir de la formulation d'un médicament jusqu'à sa libération. C'était sur les 10 dernières années aussi. Aussi, c'est exactement la même temporalité. Merci. Et je me permets, oui. excusez-moi, une deuxième question. Vous aviez promis il y a quelques mois de nous dévoiler un observatoire des pénuries. Au LEM, vous aviez cette initiative de créer un observatoire avec vos entreprises adhérentes qui donnent toutes les données pour faire la transparence sur les situations de pénurie et leurs causes, essayer de voir leurs causes aussi. Qu'est-ce qu'il est devenu, cet observatoire? Nous tiendrons promesse, il arrive. Il n'est pas là aujourd'hui, en tout cas, si je comprends bien. Non, on est en train de consolider les données. L'objectif, c'est de pouvoir publier les premières données pendant disons mi-juin. Et l'observatoire, je le rappelle, il a une vocation beaucoup plus large, puisque en fait, on s'intéresse aux pénuries, mais on s'intéresse, comme le disait Philippe, aux arrêts de commercialisation. On s'intéresse à l'accès des médicaments innovants, en particulier aux médicaments qui sont disponibles chez nos voisins et pas chez nous, aux médicaments qui ne sont même pas présentés au remboursement, au délai de publication au journal officiel. Vous nous entendez souvent dire qu'il faut 180 jours, d'après les textes européens, entre la fixation, l'AMM et la fixation du prix. Aujourd'hui, d'après nos pointages, pour publier un prix au journal officiel, ça prend 110 jours. Donc c'est ce genre de données qu'on va essayer de consolider et qu'on rendra public mi-juin. Donc pour l'instant, on est en cours d'enquête. Ça demande une très grosse compilation auprès de nos adhérents. Et on a confié la charge de cet observatoire pour qu'il soit objectivé et neutre à Roland Berger. Une autre question. Je voudrais vous présenter parce que je ne vous connaissais pas encore tous personnellement. Donc c'est peut-être... Bonjour, Keren Lanchner du Figaro. J'avais plusieurs questions. Vous avez évoqué une liste que vous aviez dressée il y a 2-3 ans par rapport aux éléments que le ministre de la Santé a donné il y a quelques jours et par rapport aux informations que vous avez. Dans quelle mesure il y a une concordance entre la liste qui est en train d'être établie au niveau français et la vôtre? Ça, c'est pour ma première question. Vous vous engagez à rendre votre copie, une fois que la liste aura été dressée, quant aux fragilités qui peuvent exister concernant les médicaments essentiels. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples sur des médicaments connus de fragilité qu'il faudrait adresser? Juste pour être sûr que j'ai bien compris, la revalorisation des prix, vous la demandez sur tous les médicaments essentiels, c'est bien ça? Et une toute dernière chose, votre ressenti par rapport à la perception de votre responsabilité par l'opinion publique. C'est vrai que vous avez tendance à avoir le mauvais rôle, en tout cas à être perçu comme les mauvais élèves. Est-ce que dans la crise actuelle, et alors que le problème est vraiment ressenti de façon très inquiétante par l'ensemble des Français, est-ce que vous avez le sentiment que vous restez les mauvais élèves ou bien est-ce que ça s'est un peu amélioré? Et pour Madame de GSK, juste une précision, tout ce travail que vous avez décrit, est-ce qu'il y a une équipe dédiée qui en est chargée et si oui, combien de personnes? Merci beaucoup. Alors, je vais commencer par l'avant-dernière question, notre ressenti en termes d'image. Mais ce n'est pas le sujet. Moi, je suis pharmacien, je me lève le matin pour quand un patient a besoin de son traitement, il l'est. Je ne suis pas là pour faire la Star Academy. Ce qui est important, on parle de santé publique, on parle de santé humaine. Il faut tout faire pour que quand un patient ait besoin d'un traitement essentiel, il l'ait. Alors ensuite, pour répondre à votre première question, la liste, on a une réflexion au sein du LEM, mais comme Thomas l'a très bien dit,
c'est pas nous qui sommes légitimes pour dire quelle est la liste de ces traitements essentiels. C'est les professionnels de santé, c'est les médecins, c'est les chirurgiens. Ça doit être coordonné par le ministère public et on appelle à avoir une liste européenne. Un médicament qui est essentiel à la vie, je pense qu'au niveau européen, on doit pouvoir se mettre d'accord. Parce que si on commence avec plusieurs listes, on n'y arrivera jamais. Mais il faudrait une liste européenne de dire voilà les 200-300 molécules nécessaires. Thomas, je ne sais pas si... Non, j'allais juste pour répondre. En 2000, d'abord la liste, on ne la connaît pas, nous. Donc le jour où on la connaîtra, je pourrais répondre parfaitement à votre question. Est-ce que ça croise avec nos hypothèses, estimations faites en interne pour essayer d'en mesurer le volume ? Il est possible et il est probable et espéré que ça croise un certain nombre d'informations qui ont déjà été travaillées avec la puissance publique. Je veux juste prendre un exemple. En 2018, dans le cadre du Conseil stratégique des industries de santé, l'INCa, en partenariat avec les entreprises du médicament, le LEM, a identifié 42 chimiothérapies qui étaient considérées comme absolument essentielles. Donc le travail a été fait sous l'égide de l'INCa, avec la Société française d'oncologie, et un certain nombre de molécules ont été croisées, échangées avec les entreprises à cette époque. Je ne sais pas si ces 42 molécules sont aujourd'hui dans la liste en question, puisque je ne la connais pas. Mais j'ose espérer que nous avons regardé les choses avec un peu suffisamment d'acuité pour être effectivement bien dans l'objectif de cette liste, qui est d'avoir des médicaments indispensables à la prise en charge de patients français. Et alors, pour aller dans votre deuxième question, si je me souviens bien, une fois qu'on a la liste, qu'est-ce qu'on fait ? Mais prenons une de ces 42 chimiothérapies. On va en prendre une. La question à se poser, c'est celle-ci, il y a combien de fabricants qui ont une autorisation de mise sur le marché en France, puis éventuellement à l'échelle mondiale ? Ces fabricants, l'API, la substance active, elle est faite où ? Et là encore, est-ce qu'il y a un seul fabricant par hasard en Chine ou est-ce qu'il y en a 4 ? S'il n'y en a qu'un seul, c'est-à-dire que si lui a un incident industriel, même s'il y a 3 laboratoires qui vendent en France, on aura une rupture généralisée. Donc là, y a-t-il pas urgence à rapatrier la fabrication de cet API en Europe ? Ça va vraiment être une réflexion stratégique en mettant tout le monde autour de la table. Mapper toute la chaîne de production et voir où est-ce qu'il y a des faiblesses. Et là, de prendre des décisions politiques, réglementaires, et ça c'est à l'échelle des États, et puis à un moment, au niveau des entreprises, de dire oui, nous nous engageons à faire et voir comment nous pouvons faire. Ensuite, ne soyons pas naïfs. Quand on parle de rapatrier la fabrication de la matière première de l'API, bien souvent, c'est des sites qui en France seraient classés Seveso. Donc si on veut les rapatrier de manière propre, il va falloir réinventer le process industriel et ça prendra du temps. Et alors, si je me souviens bien, vous aviez une troisième question qui est pour ma voisine. Quelle est la taille des équipes que tu déploies pour justement anticiper, prévenir les crises ? Alors, d'abord, il y a plusieurs équipes. Il y a une équipe locale, donc une équipe en France, qui va gérer à la fois les approvisionnements et qui va gérer ce que j'appelle l'identification des signaux faibles. Donc il y a plusieurs personnes qui ne font pas que ça, mais qui sont en partie dédiées à cette activité. Donc ils font autre chose, mais voilà, ça repose sur quelques personnes en France dont l'objectif, dont le métier est notamment d'identifier ces signaux faibles, de faire cette surveillance très précise sur l'ensemble des molécules que nous commercialisons. Et donc, qui prendront les mesures et qui les mettront en place. Donc, vas-y. Et sinon, il y a d'autres équipes qui sont au niveau régional ou global et qui sont à la fois, évidemment, en charge de l'approvisionnement des médicaments, et qui sont sollicités quand nous avons des situations particulières, notamment de crise. Alors pour compléter, à titre d'exemple, Merck en France, il y a une équipe de 10 personnes à temps plein pour gérer les approvisionnements en France au quotidien. Et à l'échelle mondiale, par aire thérapeutique, donc si je prends par exemple la cancérologie, il y a une équipe d'une 15aine de personnes à temps plein pour gérer l'approvisionnement au niveau mondial. Donc nous consacrons tous beaucoup de ressources pour optimiser les chaînes de ce que l'on produit et pour avoir une visibilité en interne la plus transparente possible.
Philippe, qui était un peu dans mon oreillette, Ouais. a rappelé votre dernière question, c'est sur la revalorisation et les prix, si j'ai bien entendu. Philippe, je te laisse répondre. Oui, sur les revalos, je vais essayer de ne pas vous noyer sous la complexité du système. Mais vous vous rappelez qu'il y a eu il y a de ça quelques semaines une annonce du gouvernement de gel des baisses de prix des médicaments génériques, pas très précise. On ne sait pas s'il s'agit des génériques, de certains génériques. Et puis on se pose la question de savoir ce qui se passe des princeps qui ont des prix très bas et qui ne sont pas génériqués justement parce qu'ils ont des prix très bas. Donc on ne connaît pas bien le périmètre de la mesure. Il n'a pas été précisé depuis à ma connaissance. Et il y avait également des annonces sur des éventuelles hausses de prix. Donc là, il y a un article de l'accord 4, qui est l'article 28, qui permet de le faire. Mais à ma connaissance, il est assez peu mis en œuvre. C'est les laboratoires qui doivent le solliciter. Il y a un niveau de documentation à fournir qui est extrêmement important. Et Philippe pourra en parler peut-être de façon plus experte que moi s'il le souhaite. Et il y a assez peu de décisions qui ont été rendues. Mais il y a un point surtout qui me paraît essentiel, et là encore, pardon pour ceux d'entre vous pour qui je parle un petit peu chinois, si ces mesures ne font pas l'objet d'un financement spécifique, à l'arrivée, le mécanisme de revalorisation des produits anciens va se traduire par une augmentation des dépenses de médicaments, donc par une augmentation de la clause de sauvegarde, qui représente à peu près aujourd'hui 70% de la croissance du marché. Ça veut dire que nous allons payer nous-mêmes à peu près 70% via la clause de sauvegarde des décisions qui seraient prises, puisqu'on sait que cette clause de sauvegarde va se déclencher dans ces proportions-là en 2023. Donc on a un vrai sujet complémentaire qui est le financement de ces mesures de revalorisation doit être sorti, comme le disait Thierry, du mécanisme de clause de sauvegarde, sinon nous allons payer nous-mêmes, nous allons être dans un système totalement autophage. Et c'est là où j'en appelle à un pilotage du médicament en France, à avoir l'annonce, l'effet d'annonce n'a aucun intérêt. Il faut que les mesures soient incitatives, pragmatiques et permettent de régler les problèmes. C'est pour ça qu'on a besoin d'un pilotage au plus haut niveau de l'État. C'est vraiment de l'interministériel. Une autre question ? L'anticancéreux de Merck auquel vous avez fait référence, c'était lequel ? Oui. C'est un de nos principaux anticancéreux. Keytruda est commercialisé par Merck Sharp & Dohme, l'autre Merck, qui est Merck & Co. Je représente le laboratoire allemand d'origine. Donc ce n'est pas Keytruda. Bonjour, Magali Closener pour le Moniteur des pharmacies. Vous avez évoqué le DP Rupture. Qui a été mis en place il y a quand même quelques années. Comment expliquez-vous que toutes les entreprises ne soient pas connectées ? Vous évoquiez un chiffre de 80%. C'est un peu plus peut-être, un peu plus, mais comment inciter les derniers 10% à se connecter. Les grossistes répartiteurs aussi, à un moment donné, voulaient être connectés au DP Rupture. Vous parliez de meilleures informations auprès des pharmaciens sur les causes. Alors c'est vrai que les pharmaciens, les syndicats de pharmaciens se plaignent un petit peu d'un manque de transparence, effectivement, pour expliquer les ruptures. Et donc, voilà, où vous en êtes. J'ai une petite salve aussi de questions. La deuxième, c'est concernant la fameuse liste des molécules prioritaires. Louis Samuel Pilser de la DGE, invité du Café Nil la semaine dernière, a indiqué que la France avait pris contact avec la Commission européenne pour cette fameuse liste en présentant la première liste de 48 molécules pour l'instant qui a été établie et la méthodologie surtout. La liste européenne est attendue pour fin 2023, dans le meilleur des cas. Est-ce que ça ne fait pas un peu peur ? Parce que ça fait encore des mois supplémentaires. Enfin, c'est quand même, on parle de cette liste depuis des années, comme vous l'avez fait remarquer. Est-ce qu'on va enfin sortir un jour une liste prioritaire ? Et le troisième point, c'est sur la communication au grand public. Alors, pas seulement sur les causes des pénuries, mais on parle beaucoup de relocalisation, réindustrialisation. Et même au Sénat, a priori, on a l'impression que c'est immédiat. Les personnes ont du mal à comprendre qu'il faut quand même quelques années pour construire une usine. Et est-ce qu'il n'y a pas là une action à envisager pour le LEM pour expliquer mieux comment sont fabriqués les médicaments, toutes les contraintes techniques et scientifiques, et dire que ça ne peut pas se faire en un jour ? Merci. Alors, vu qu'il y a 3 questions, Thomas, DP Rupture.
Alors, j'ai évoqué sous contrôle aussi de Pascal Gerbeau, qui pourra compléter, parce qu'elle a une casquette ordinale, comme vous le rappelez. On est à plus de 90% de mémoire, c'était 95% des entreprises connectées, donc on n'est pas loin du 100. Et on sait faire le 100 quand on a mis en place Trackstock. Toutes les entreprises, Trackstock est la plateforme cette fois-ci sur les stocks, toutes les entreprises concernées sont connectées. Après, le sujet, c'est le contenu du message. Ça, c'est en train d'être travaillé avec le Conseil de l'Ordre des pharmaciens. Et il faut juste accélérer, parce qu'évidemment, c'est compliqué au quotidien pour un pharmacien de ne pas avoir une information détaillée sur la situation. Information qui n'est pas toujours disponible dans les entreprises non plus. La durée prévisionnelle de la rupture n'est pas toujours connue. Mais lorsqu'elle l'est, il est vraiment important que ces professionnels soient effectivement informés. Donc, on est en train de travailler avec le CNOP pour améliorer le contenu du message, de façon à ce que ce message puisse être communiqué de façon intelligible et claire et précise auprès des professionnels de santé. Pascal, un commentaire ? Je rajouterais un point d'éclairage sur l'accessibilité de l'information du DP Rupture. En fait, le pharmacien d'officine à son comptoir a un logiciel de gestion de ces médicaments avec PharmaML en fait, qui est un outil en fait de la répartition. Donc on est en train de travailler avec les acteurs de la distribution et de la répartition pour que le message du DP Rupture soit plus immédiatement accessible aux pharmaciens d'officine. En fait, le pharmacien d'officine a accès à ces informations, mais je dirais pas aussi directement que ce que l'on souhaiterait. Et ça fait partie du paquet d'informations qu'on mentionnait sur justement mieux chaîner l'information pour la rendre plus facile d'accès. Vous aviez une question sur ça prend du temps de faire cette liste. Oui, je suis d'accord avec vous. Ça fait des mois, des années qu'on le demande. La bonne nouvelle, c'est que ça semble devenir une priorité. Donc amenons-la jusqu'au bout. Votre dernière question et ensuite, si on veut rapatrier des molécules, ça prendra du temps. Oui. Et c'est bien pour ça que ce matin, on insiste en vous disant notre paquet de mesures, il y a des mesures à court terme, à moyen terme, à long terme. Il va falloir tout mener de front, mais dans certains cas, ça prendra du temps. Le jour où on aura cette liste, où on aura fait le mapping éventuellement de la fragilité industrielle de certaines molécules, on pourra peut-être se dire, le temps de rapatrier cette molécule, il faut un stock de sécurité européen, on pourra commencer à agir. Mettons-nous dans l'action. J'ai vu qu'il y avait une autre question. Madame. Oui, bonjour, Marion-Jeanne Lefebvre, journaliste à l'APM. Vous avez évoqué la liste qui est en cours d'élaboration. Il y en a une autre qui est en cours d'élaboration au niveau européen. Est-ce que, selon vous, ça a du sens de cumuler les listes et comment celles-ci peuvent se rejoindre ? Et j'ai une autre question sur les shortliners. Vous avez évoqué leur responsabilité dans l'exportation de certains médicaments. Est-ce que vous avez des chiffres sur le nombre de médicaments qui sont exportés et le poids dans les pénuries ? Alors, je vais prendre les deux points. Le premier, il y aura vraisemblablement deux listes, c'est-à-dire puisque le ministre a annoncé qu'il y aurait une liste qui serait publiée dans les semaines qui viennent. Donc, il y aura une liste française, une liste européenne. Après, la question qui peut aussi se poser, c'est quelle est la nature de cette liste ? C'est-à-dire qu'on a un peu le sentiment d'une forme de schizophrénie dans laquelle on a d'un côté une liste industrielle, c'est-à-dire les molécules qu'il faudrait rapatrier au plan industriel, et de l'autre côté une liste sanitaire. Donc il faut évidemment que les deux convergent. Et il ne faut pas se contenter d'avoir une liste de molécules qu'on voudrait bien rapatrier ou qu'on voudrait voir rapatrier, ou dont on voudrait voir rapatrier les principes actifs, si derrière la dimension sanitaire n'est pas intégrée, et notamment si les conditions de viabilité du rapatriement de l'activité sont réunies ou pas. Donc ça pose la question effectivement de la valorisation des produits qu'on veut rapatrier, parce que si la production s'est externalisée vers le sud-est asiatique, il y a probablement des raisons qui peuvent être des raisons environnementales ou des raisons économiques. Et votre deuxième question ? Et d'où la nécessité d'un pilotage interministériel au plus haut niveau de l'État, car sont en jeu l'économique, la santé, la prévention, l'industrialisation. Votre deuxième question, pardon ? Il y a déjà donc une mission interministérielle, comme vous le demandez, et la liste, elle est censée être faite sur des critères qui sont à la fois sanitaires et industriels. Oui. Mais on attend de voir, on attend de voir comment cette liste va être constituée. Mais ce que je veux dire, c'est que la liste, en tout cas, elle doit intégrer l'ensemble. Elle doit être d'un 360.
C'est-à-dire qu'effectivement, on peut avoir... Non, j'ai oublié votre deuxième question, pardonnez-moi. Les shortliners. Les shortliners. Alors sur les shortliners, c'est quelque chose qu'on, évidemment, comme c'est souterrain, c'est quelque chose qu'on ne sait pas mesurer. Il n'y a pas de données. Il y a juste deux réflexions. D'abord, il y a des données que j'essaye de ressourcer. D'ailleurs, j'ai demandé qu'on les ressource. On vous dira ça, qui montrent que si vous comparez le marché français et le marché allemand, l'exportation parallèle, c'est 25% du marché allemand, c'est 0,2% du marché français. Ce qui est un vrai marqueur du fait que la France est un pays d'export parallèle et l'Allemagne un pays d'import parallèle. Mais je voudrais qu'on source les données pour ne pas vous donner un chiffre qui serait pas sourçable. Le deuxième élément, et c'est un point qu'on relève dans nos propositions, c'est que les stocks grossistes ne sont pas connus. C'est-à-dire qu'ils ne rentrent pas dans l'obligation de stockage prévue par les textes réglementaires. Et une des propositions qu'on met sur la table, c'est qu'on pourrait intégrer ces stocks dans l'obligation de stockage pour avoir une vision plus exhaustive de ce qui se passe chez les grossistes. Ça donnerait un peu plus de souplesse pour les industriels et ça permettrait d'avoir un meilleur contrôle de la circulation des médicaments. Et... Oui. Non, pardon, vas-y Pascal. Alors, les grossistes répartiteurs ont une obligation à la fois de quantité de produits qui doivent mettre à disposition, de mémoire plus de 80% du nombre de références. Ils doivent avoir au moins 80% des références spécialités françaises. Et ils ont une obligation également de mise à disposition de ces produits dans un délai de quelques heures entre les grossistes et les pharmacies d'officine. L'ANSM et les ARS, en fait, ont un pouvoir d'inspection au niveau des différents établissements. Et donc, lors de ces inspections, sont vérifiés effectivement ces deux critères, c'est-à-dire la possession d'une grande partie de la pharmacothèque et puis la capacité de l'ensemble de ces acteurs à pouvoir approvisionner le marché. Et non, pour préciser, alors vous m'invitez à préciser ma réponse. Il y a eu une réglementation, une législation et une réglementation qui ont évolué il y a ça 3 ou 4 ans, qui prévoit une obligation de stock décidée par la NSM sur les médicaments qui est, selon les produits, de 2 mois, de 4 mois, etc. Vous le savez. Mais ce sont des stocks industriels qui n'incluent pas les stocks grossistes. D'ailleurs, ce sont 4 mois de stock industriel. Oui, mais... Oui. Alors, ils ont une obligation de 15 jours pour répondre à votre question. Qui n'est pas intégrée dans l'obligation de stockage. Et donc, les flux ne sont pas connus. Pour faire simple, on a du mal à voir sur le territoire national quel est l'état réel du stock, que l'on aille de l'entrepôt de l'industriel à, j'allais dire, la pharmacie d'officine, car tout n'est pas chaîné, tout n'est pas documenté. Et donc, on a par moment probablement plus de stock qu'on ne le pense, par moment moins. C'est pour ça que dans nos propositions, on appelle à un chaînage de l'information qu'on est même prêt à financer. Sinon, vous aviez une question, madame, en disant qu'en est-il de la mission interministérielle sur la régulation et le financement du médicament? Alors là, ça va au-delà des pénuries. Ça adresse aussi le problème du budget du médicament remboursé. Est-il à hauteur des besoins de nos concitoyens? Parce que avoir les produits, c'est bien, mais il faut aussi les financer. Et là, on a un gap. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. C'est un frein à l'arrivée des innovations en France. J'en avais parlé au moment des vœux. Nous attendons avec impatience les recommandations de la mission, qui devraient arriver, je l'espère, dans les prochaines semaines, et les arbitrages qui seront faits. Nous vous réinviterons à ce moment-là pour en discuter. Mais là aussi, il y a définitivement une urgence médicaments en France, tant pour garantir l'accès aux produits matures, établis, commercialisés et adresser les pénuries, que l'accès aux innovations de demain. Et vous l'avez rapporté, plusieurs d'entre vous récemment, nombreuses tribunes de professionnels de santé qui disent que certains médicaments arrivent, mais à l'étranger.
Madame. Bonjour, Anaïs Chérif pour Contexte. Concernant la tarification, le gouvernement a promis la mise en place d'un critère industriel dans les prochaines semaines. Je voulais avoir la position du LEM, savoir si vous avez été consulté ou si vous avez plus de détails sur le calendrier et sa mise en œuvre. Et une deuxième question sur la liste. Donc j'ai bien compris que vous considérez que c'est la puissance publique de la définir, mais est-ce que vous avez été consulté ou est-ce que vous avez vous-même soumis une liste de médicaments au ministère? Merci. Alors sur la liste, je ne crois pas qu'on ait été Sur la liste, consulté. nous n'avons pas été consultés. Nous avons pris connaissance des critères qui doivent conduire à cette liste, comme d'autres, l'ensemble des parties prenantes, mais nous n'avons pas été consultés sur le contenu et les choix des médicaments qui y sont faits. Voilà. Sur la tarification et sur la prise en compte du critère industriel, c'est un dispositif qui existe d'ailleurs au plan conventionnel, puisque c'est l'article 65 de l'accord cadre. Et pour le moment, pour ce que nous en savons, le comité économique est en train d'élaborer une doctrine sur la prise en compte de l'origine géographique des produits. Donc ça, c'est vraiment une question qu'il faut véritablement poser au comité économique, puisque c'est lui qui va être en charge de la mise en œuvre de cette disposition. Alors on a un vecteur conventionnel qui existe, mais qui nécessite effectivement une doctrine d'application qu'on n'a pas pour le moment. Ce qu'on sait pour le moment, c'est que cet article 65, il joue assez peu concrètement. Une autre question ? Monsieur. Merci pour vos interventions. Moi, j'ai une question par rapport à l'avenir. C'est-à-dire que les listes sont constituées, particulièrement la liste de produits industriels qu'il faut rapatrier. Comment vous allez gérer les réglementations, surtout environnementales, par rapport à des contraintes de fabrication de produits qui sont généralement polluants? Alors, ces contraintes environnementales portent essentiellement sur la fabrication de la substance active, ce qu'on appelle l'API. Et là, il faudra faire une analyse au cas par cas, de voir est-ce qu'on peut réinventer le process. Il y a eu une proposition intéressante qui était faite, je crois, par l'Académie de pharmacie, si je ne dis pas de bêtises, qui disait qu'on pourrait s'appuyer sur des appels à projets européens pour dire, tiens, pour telle molécule, il faut réinventer le process industriel de manière à ce qu'il soit quelque part non polluant. Et oui, une telle démarche prendra du temps. Mais il faut se lancer, il faut y aller. Sinon, on ne réglera pas le problème des pénuries dans la durée ou la réindustrialisation dans la durée. Et je pense que ce à quoi vous faites référence quelque part, c'est l'énorme challenge environnemental auquel on est tous confrontés, où toute industrie, et celle du médicament n'y échappera pas, va devoir changer ses pratiques, rentrer dans une démarche d'industrie verte. Alors, c'est facile pour les molécules de demain, celles qu'on est en train d'inventer et de découvrir, parce que dès le début, c'est pris en compte. Pour les molécules existantes, il va falloir se dire pour quelles molécules il faut réinventer le process pour qu'ils deviennent, j'allais dire, éco-friendly. Oui, c'est un challenge et on n'a pas le choix, nous n'avons qu'une planète. Peut-être trois éléments pour compléter. Peut-être trois éléments pour compléter la réponse de Thierry. D'abord, on va avoir cette proposition de loi sur le verdissement de l'industrie qui devrait arriver devant le Parlement cet été. On verra ce qu'il en est. Deuxième élément, on parlait tout à l'heure de la réglementation pharmaceutique européenne. Vous avez vu que des critères environnementaux sont introduits dans cette réglementation. Ça prendra un peu de temps. Il faudra 3 à 5 ans pour voir cette nouvelle réglementation se mettre en place. Mais de toute façon, le régulateur européen nous imposera d'aller dans cette direction. Troisième élément, parce que j'écoute avec beaucoup d'attention toutes vos questions, je crois qu'il ne faut pas perdre de vue qu'au-delà de la volonté de réindustrialiser et donc de faire revenir sur le territoire européen, et notamment et singulièrement français, les industries, la chimie traditionnelle et le médicament chimique traditionnel, on a aussi un sujet à conduire en parallèle qui est tout aussi important et dont on parle beaucoup moins parce que c'est moins l'actualité des pénuries, c'est la capacité de l'Europe et notamment de la France à faire venir sur son territoire les médicaments d'aujourd'hui, les médicaments du futur, les médicaments issus des biotechnologies, et où on sait que de ce point de vue-là,
pour les raisons qu'évoquait Thierry, on a un problème de compétitivité au niveau européen par rapport aux États-Unis, mais même par rapport à certains pays asiatiques, et que la France singulièrement a, sur ce sujet des biotech, pas mal de choses à faire. Donc il faut voir les deux aspects industriels, médicaments matures qui se sont délocalisés en Asie, mais aussi médicaments très innovants dont on voudrait qu'ils soient plus fabriqués en Europe. Et donc ça pose le problème de l'attractivité du continent européen par rapport à ces gros compétiteurs. Juste une précision par rapport au manque de fluidité de l'information. Vous parliez des médecins et des logiciels d'aide à la prescription. Est-ce que vous pouvez juste préciser? Et juste pour rebondir sur ce que vous disiez à l'instant, ça veut dire que faute d'attractivité suffisante du territoire, il pourrait y avoir aussi des pénuries de médicaments non pas matures mais innovants? Absolument, pour la dernière partie de votre question. Sur la première, aujourd'hui, les médecins ont tous à disposition des logiciels d'aide à la prescription qui ne détaillent absolument aucune information sur l'approvisionnement des médicaments. Donc aujourd'hui, en pratique, un médecin, malgré une tension ou une rupture de stock, continue à prescrire son médicament, sauf lorsqu'il est rappelé par le pharmacien qui lui dit il n'est plus disponible, ou lorsque, sur certains produits, compte tenu des enjeux de santé publique, la NSM communique sur son site cette information et demande aux entreprises d'envoyer cette lettre d'information aux professionnels de santé, qui, comme je le disais tout à l'heure, ce qu'on appelle les DHPC ne sont pas lus par les médecins, ou peu lus, ou pas assez, ou insuffisamment, pour que ça régule la prescription. Donc pour éviter d'aggraver, je te laisse reprendre la parole Thierry, mais juste pour éviter d'aggraver ces situations de tension, il faut que le prescripteur soit très rapidement informé lorsqu'une tension survient, qui peut le conduire à changer son mode de prescription. Vous allez voir votre médecin généraliste pour une pathologie hivernale banale. Il a en tête, je vais vous prescrire tel médicament. Si au moment où il tape la prescription, il a un pop-up qui lui dit « Attention, ce médicament est en tension d'approvisionnement. Par contre, il y a 2 alternatives qui ne le sont pas. » Il fait tout de suite une ordonnance sur un produit qui n'a pas de problème. Le patient va à la pharmacie, il a son médicament immédiatement. Le médecin prescrit le premier qui est en tension, le pharmacien va dire ah ben c'est difficile de l'approvisionner, il faut que j'appelle votre médecin pour changer l'ordonnance, et on consomme un temps colossal des médecins et des pharmaciens pour régler un problème que la technologie nous permettrait de régler aujourd'hui. Et c'est en plus très anxiogène pour le patient. Donc c'est une perte de temps, alors qu'on sait que le temps médical en ce moment est compté, il y a pénurie de ressources, le temps des pharmaciens d'officine aussi. Là, il y a quelque chose qui prendra un peu de temps, mais qui n'est pas compliqué à mettre en place. Vous vous doutez bien que les médecins aujourd'hui ne vont pas passer leur temps à consulter le site de l'ANSM pour connaître l'état des tensions des médicaments qui changent tout le temps ou régulièrement. Donc effectivement, il n'a pas d'informations. Il n'a pas ou très peu d'informations, insuffisamment d'informations, et parfois le relais d'information, c'est vous, la presse. Ce qui est déjà dans on est déjà dans ces situations, dans des contextes qui deviennent très tendus pour beaucoup de patients. Et c'est pour ça qu'on préconise un certain nombre de mesures de cet ordre-là pour anticiper ces situations et éviter cette aggravation qui pourrait être évitée par une meilleure information de l'ensemble des acteurs de la chaîne. Oui. Et pour compléter le point de Thomas, il faut bien comprendre, on l'a peu dit, mais les industriels, entre eux, pour des raisons de concurrence, n'ont pas non plus l'information des risques de rupture chez leurs concurrents. Bien évidemment, c'est pour ça que les pouvoirs publics ont un rôle à jouer. Quand vous avez une alternative, quand vous êtes industriel et que vous avez une alternative thérapeutique d'un médicament qui se trouve en rupture, bah, effectivement, vous êtes souvent averti assez tardivement, parce qu'évidemment, nous industriels, c'est pour ça qu'on avait travaillé sur cette plateforme TrackStock, entre entreprises, l'information ne circule pas parce qu'elle ne peut pas circuler. Donc ça complexifie aussi le circuit d'information. C'est interdit par le droit de la concurrence. Lorsqu'on a mis en place cet outil TrackStock, on l'a confié à un tiers de confiance de façon à ce que les entreprises déversent individuellement, sans connaissance de ce qui se passe chez le voisin, si je puis dire, ou chez le concurrent, chez un tiers de confiance, cette information qui est remontée de façon consolidée
à l'agence du médicament qui, elle, a le droit de regarder évidemment ce qui se passe pour chacune des entreprises. Ce qui permet d'ajuster au mieux les situations. On a connu des crises, quand on a connu il y a 3 ans la crise des corticoïdes, je peux vous assurer que pendant longtemps, personne ne savait où étaient des corticoïdes alors qu'il y en avait. Il y avait une tension d'approvisionnement, mais il y en avait. Il y en avait parfois plus dans l'ouest de la France que dans le sud, chez certains fabricants alors que d'autres n'en avaient plus. Mais tout ça ne peut pas être consolidé par les entreprises entre elles. D'où l'intérêt d'avoir des outils plus performants et d'avoir des acteurs de la régulation, notamment la NSM, qui puissent en prendre toutes les dispositions nécessaires en ayant connaissance de ces informations. Trackstock résout le problème des stocks, de la connaissance de l'état des stocks des entreprises en situation de tension pour des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. Donc c'est la première pierre. On propose de l'élargir aux distributeurs et à son utilisation plus généralisée. Pour faire simple, on est convaincu qu'en respectant le droit de la concurrence, il y a moyen aujourd'hui, via un tiers de confiance, de développer un outil technologique simple qui permettra un partage de l'information en temps réel auprès des médecins généralistes, auprès des pharmaciens d'officine, auprès des industriels, et permettra de gérer les crises quand elles ont lieu de manière beaucoup plus fluide. Et ça aidera à mieux gérer les crises quand elles ont lieu. Mais le vrai problème, c'est de prévenir la crise via l'ensemble du paquet de mesures qu'on a présenté ce matin. On a peut-être le temps pour une ou deux dernières questions, je ne sais pas. Peut-être je peux répondre. Parce que si c'est pour un produit, un médicament où il n'y a pas de tension, l'information ne doit pas redescendre jusqu'au généraliste. Alors peut-être pour répondre à votre question sur à quel moment il est intéressant d'avoir ce partage d'informations sous l'égide de la NSM, bien évidemment, je reprends le point de l'anticipation, c'est pour ça qu'il nous est demandé, et c'est notre responsabilité, de prévenir la NSM de tout risque, même si c'est un risque à moyen terme, et même si c'est un risque faible, c'est à la NSM d'avoir cette consolidation. Chaque acteur industriel ne peut pas avoir cette consolidation. Donc c'est à la NSM et au pouvoir public à la fois d'analyser cette information collective, et c'est à la NSM de dire, ben voilà, aujourd'hui, je décide de l'ouverture d'une session Trackstock pour permettre à l'ensemble des acteurs et demain aux acteurs de la distribution de rentrer un certain nombre de données pour avoir cette information plus large, plus précise et en anticipation de la situation de difficulté. Une dernière question. Sinon, merci de votre présence ce matin. Soyez certains de notre mobilisation. Et encore une fois, j'en appelle à un pilotage au plus haut niveau de l'État. Il y a urgence à agir, il y a urgence médicaments. Merci à tous.